technique. Donc, on m'a confié la tâche de vous parler du cathétérisme cardiaque et de l'hémodynamique cardiaque. Alors, le cathétérisme cardiaque droit. Le cathétérisme droit, en fait, c'est une méthode invasive. Alors, juste avant de commencer, notre ami égyptien m'a demandé pour d'anglais. Donc, si vous avez des questions sur les abréviations, il y a quelques abréviations. J'ai lu et compris le français bien. Bon, très bien. Mais après, il y aura des abréviations, genre OG, ça veut dire oreille gauche. Donc, n'hésitez pas à me demander, comme ça, je vous traduirai au moins les abréviations. D'accord. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions au fil du cours. Alors, donc le cathétérisme cardiaque droit, en fait, c'est une méthode invasive qui permet d'évaluer l'hémodynamique intracardiaque. Plusieurs intérêts pour le cathétérisme cardiaque droit. Ça nous permet de mesurer de façon directe les pressions intracardiaques droites et la pression capillaire pulmonaire qui en fait reflète la pression de l'oreillette gauche. Vous savez qu'en échographie, on n'a que des appréciations des pressions. Par exemple, si on veut apprécier la pression dans l'oreillette droite, on a la veine cave avec les variations respiratoires, mais ça reste une évaluation, une appréciation, ce n'est pas une mesure directe. Quand on veut quand on veut apprécier la pression intra-auriculaire gauche, on va mesurer la taille de l'oreillette, on va voir le flux mitral, le rapport E sur E', mais ça reste une appréciation, ce n'est pas une évaluation directe. Alors, le cathétérisme droit nous permet de mesurer de façon directe la pression intracavitaire. Ça nous permet aussi de mesurer le débit cardiaque. Ça permet d'évaluer et de rechercher d'éventuelles shunts intracardiaques. Et on verra qu'on peut aussi faire quelques tests pharmacologiques, notamment le test au monoxyde d'azote, le test de vasoréactivité au monoxyde d'azote. C'est vrai que c'est une technique qui est de moins en moins utilisée de nos jours, surtout en Tunisie par exemple, par rapport aux autres pays européens où le cathétérisme droit est encore utilisé, notamment dans les centres de référence d'hypertension pulmonaire. Et ceci grâce aux progrès réalisés dans certaines techniques non invasives telles que le scanner cardiaque, l'IRM cardiaque et aussi l'échographie cardiaque. Alors, un peu d'histoire pour se mettre un peu dans le bain. Le premier cathétérisme réalisé chez l'être humain a été fait en 1929 par un médecin allemand. Et donc ça lui a valu le prix Nobel en 1956 grâce à ses travaux sur le cathétérisme cardiaque. Donc en fait, il voulait apprécier les pressions intracardiaques chez des patients qui ont un rétrécissement mitral, mais sans anesthésie générale et sans ventilation mécanique afin de ne pas perturber les pressions intrathoraciques. Donc il a décidé de faire le premier cathétérisme. Il s'est dit pourquoi pas aborder une veine et rentrer un cathéter jusqu'à arriver au niveau du cœur. Et donc le premier cathétérisme qu'il a fait, c'est sur lui-même. Donc il s'est fait une anesthésie locale. Donc c'est un article qui est très intéressant que vous pouvez lire. Donc il s'est fait une anesthésie locale sur sa veine cubitale et il a avancé. À l'époque, on n'avait pas les sondes dont on dispose aujourd'hui. Donc il a avancé une sonde urinaire dans sa veine jusqu'à arriver au niveau de marqueur 60 cm. Ensuite, il est allé en salle de radiologie. Il s'est fait un cliché ou un coup de scopie et effectivement, le bout du cathéter était dans l'oreillette droite. Donc c'est le premier cathétérisme cardiaque réalisé chez l'homme par ce médecin allemand. Après, les choses ont progressé, elles ont évolué, et dans le cathétérisme cardiaque droite, on a essentiellement l'avènement du cathéter de Swan-Ganz. C'est un cathéter qui a été inventé par deux médecins, donc le cathéter, il porte leur nom, les docteurs Swan et Ganz. Donc je vous en ai apporté un cathéter pour le voir. Donc c'est un cathéter assez ingénieux puisque, comme vous voyez ici, vous avez un cathéter avec à l'extrémité plusieurs sorties, plusieurs embouts. Donc vous avez un embout qui est relié à un ballonnet en distal. Vous allez voir ici, donc c'est cet embout-là. Vous avez une seringue avec de l'air, et quand je pousse l'air, vous avez un ballonnet qui se gonfle en distalité. Vous voyez bien? C'est bon? D'accord.
Donc, le premier embout, il est relié à un ballonnet qu'on peut gonfler et dégonfler en distalité, on verra l'intérêt. Un deuxième embout qui est relié à l'orifice distal. Donc là, vous avez un orifice qui est relié à cet embout-là. D'accord ? Un deuxième orifice qui est situé à 30 cm de l'extrémité distale, qu'on voit ici. Il y a un orifice à ce niveau-là. Je vais vous passer la sonde pour l'examiner. Donc un deuxième orifice qui est à 30 cm de l'embout distal. Et cet orifice, il est relié à cet embout-là, le plan. Et ensuite, une sortie avec une connexion, un connectique qui permet de se connecter à la baie de cathétérisme. Cette sortie est reliée à une thermistance qui est à 4 cm de l'extrémité distale. Et cette thermistance, elle va nous permettre de mesurer en temps réel la température du sang. D'accord ? Donc là, vous avez ce détecteur de température qui va mesurer en temps réel la température du sang. Et donc ce détecteur, il est relié à ce connectique qui sera relié à la baie de cathétérisme. Voilà. Donc vous imaginez que dans ce cathéter, il y a plusieurs lumières, comme c'est indiqué ici. Une lumière pour gonfler ce ballonnet, une lumière pour l'embout distal, une lumière pour l'embout proximal et une lumière où il y a des connectiques entre la thermistance et ce port-là. On passe la sonde pour la voir en réel. Bien, alors comment ça se passe sur le plan pratique un cathétérisme cardiaque droit? Donc l'abord, il est veineux ou artériel? Veineux. Donc c'est un abord veineux sous anesthésie locale. Donc en cardiologie, en salle de cathétérisme, on utilise essentiellement la voie fémorale ou bien la voie brachiale. En réanimation, on utilise aussi la voie subclavière et la voie jugulaire. Alors, ici ça va tourner. Donc là, c'est un cathétérisme droit qui a été réalisé par voie brachiale. Donc vous voyez, la sonde, elle a été introduite par un désilé à travers une veine du M veineux brachial. Donc vous allez... Ça a marché. Donc, voilà, on va monter la sonde. Bien sûr, le ballonnet là, il est dégonflé, donc on va monter la sonde dans la veine axillaire, la veine cave supérieure, jusqu'à arriver au niveau de l'oreillette droite. Une fois arrivé au niveau de l'oreillette droite, on va pouvoir gonfler le petit ballonnet. Vous le voyez ici. Voilà, vous voyez, vous doutez un peu. Et ensuite, on va franchir la tricuspide et pour passer dans le ventricule droit. Ensuite, on va franchir l'artère pulmonaire pour passer dans les artères pulmonaires et on va pousser la sonde jusqu'en distalité avec le ballonnet gonflé. On verra, ça sert à quoi tout ça. Alors, merci. Donc la procédure, c'est une montée de sonde dans le sens physiologique du retour veineux. L'examen de base, ça consiste à examiner les courbes, regarder la morphologie des courbes, mesurer la pression dans l'oreillette droite, donc right atrium, okay. La pression dans le ventricule droit, right ventricle, la pression dans l'artère pulmonaire et la pression, la papo, ou bien la pression de l'artère pulmonaire occlusive. On va voir ce que c'est exactement. On va pouvoir mesurer le débit cardiaque. On va calculer les résistances pulmonaires, totales et les systémiques, on peut les calculer aussi. Et on peut faire des tests de vasoréactivité, c'est le test Moreno, on va voir ça sert à quoi. Et si on suspecte un shunt, on peut étudier, on peut faire des oxymétries étagées pour voir le siège du shunt et pour pouvoir le quantifier. Alors, ça ne marche pas.
façon schématique. Donc notre ballonnet, il est dans l'oreille droite. On va enregistrer dans un premier temps la pression dans l'oreille droite. Ensuite, on va pousser la sonde, on va franchir la tricuspide. On va avoir la courbe ventriculaire droite, on va enregistrer, on va voir des valeurs exactement, ce que c'est. Ensuite, on passe l'artère pulmonaire. On va enregistrer la pression dans l'artère pulmonaire. Et ensuite, je reviens un peu en arrière. Et ensuite, on pousse encore, avec le ballonnet gonflé, on pousse jusqu'à ce que le ballonnet soit vraiment bloqué en distalité de l'artère pulmonaire. Et ça va nous permettre de mesurer la papo, la pression pulmonaire d'occlusion, voilà, hop, là. Et c'est ce qui reflète la pression capillaire pulmonaire. En anglais, c'est wedge pulmonary pressure, ça veut dire la pression artérielle pulmonaire bloquée. D'accord ? Donc voilà, globalement, des morphologies des courbes. Donc on va voir les courbes en détail. Dans l'oreille droite, on va avoir un tracé polyphasique. Dans le ventricule droit, on va avoir un tracé ventriculaire avec une diastole qui s'approche de 0, dans les cas normaux bien sûr, une pression artérielle pulmonaire qui ressemble à la courbe de la pression aortique. Ensuite, quand on va pousser le ballonnet jusqu'en distalité, jusqu'à ce qu'il soit bloqué dans une branche d'artère pulmonaire, on va avoir ce qu'on appelle la pression pulmonaire bloquée ou bien la pression pulmonaire occlusive. Alors c'est quoi? En fait, quand notre ballon il bloque toute la branche là où il est, dans l'artère pulmonaire, il ne va plus capter la pression dans l'artère pulmonaire, mais grâce à cet orifice distal, il va pouvoir regarder la pression et mesurer la pression dans cette colonne où le flux sanguin, il n'y a pas de flux sanguin, le flux est nul, et donc cette colonne sanguine elle va refléter la pression capillaire pulmonaire, et donc ça va refléter la pression auriculaire gauche. Donc c'est ce qu'on appelle la papo. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Très bien. Ensuite, on a dit, grâce au cathétérisme cardiaque droit, on va pouvoir mesurer le débit cardiaque. Le débit cardiaque, on le mesure par la méthode de thermodilution. Ça consiste en quoi? On a vu qu'on a un orifice qui est situé à 30 cm de l'extrémité distale. Donc cet orifice, il sera, quand on pousse le cathéter jusqu'en distalité, cet orifice il sera dans l'oreillette droite et on aura l'intermistance qui est dans l'artère pulmonaire. Donc on va injecter une quantité de liquide froid à température contenue. Donc en général on injecte 10 cc de sérum à 4 degrés, donc du sérum qu'on va chercher du réfrigérateur. Donc on va l'injecter dans l'embout relié à cette partie-là. Donc le bolus de froid il va se retrouver dans l'oreille droite et ensuite il sera acheminé avec le sang jusqu'à dans l'artère pulmonaire. Et donc les variations de température du sang à ce niveau-là vont être corrélées ou sont corrélées au débit cardiaque. Donc la thermistance elle va mesurer la variation du sang, d'accord? Et cette variation du sang variation de température va nous donner une courbe, et le débit cardiaque il est inversement proportionnel à l'air sous la courbe de thermodilution. Donc l'opérateur il ne fait que injecter un bolus de liquide froid, en général 10 cc de liquide à 4 degrés, et la baie de cathé elle va automatiquement calculer le débit cardiaque en mesurant l'air sur la courbe de température détectée au niveau de l'artère pulmonaire. Alors, comme tout examen invasif, le cathétérisme droit présente certaines complications. Elles ne sont pas fréquentes, mais parfois ça peut être grave. Alors bien sûr, les complications liées à l'abord veineux, des hématomes ou bien des problèmes de fistule, donc il faut avoir une technique assez minutieuse pour piquer la veine fémorale ou la veine brachiale. Certains patients ont des sondes de pacemaker ou de défibrillateur, et vous savez, quand vous poussez la sonde, parfois elle ne va pas directement dans le ventricule droit, ou elle ne va pas directement dans l'artère pulmonaire, elle va se nicher dans la pointe du VD, donc il faut manipuler, il faut tourner en horaire, anti-horaire, il faut reculer, avancer pour pouvoir orienter la sonde vers l'artère pulmonaire. Et en faisant ces manipulations-là, si le patient a des sondes intracardiaques
intraventriculaire droite, de défibrillateur ou de pacemaker, et là on peut les déplacer. Donc il faut être vraiment très vigilant chez ces patients-là. Ça peut déclencher, comme tout cathétérisme intracavitaire cardiaque, ça peut déclencher des extrasystoles, quand on chatouille l'oreillette droite ou bien le ventricule droit. Si le patient il a un bloc de branche gauche complet avant l'examen, il faut être méfiant parce que on peut chatouiller aussi la branche droite du faisceau de His et entraîner un BAV transitoire, donc il faut être vigilant chez ces patients-là. Il y a de rares cas de rupture d'artères pulmonaires qui ont été présentés, qui ont été décrits dans la littérature. Alors, c'est dû à quoi? En fait, il faut être attention, il ne faut jamais gonfler le ballon de la sonde quand la sonde est très distale dans l'artère pulmonaire. Il faut toujours gonfler le ballon ou bien dans le ventricule droit, ou bien dans l'oreillette droite, ou bien dans le tronc de l'artère pulmonaire. Jamais pousser la sonde jusqu'à la distalité de l'artère pulmonaire et gonfler en distalité, parce que là, on risque de rompre l'artère pulmonaire et il y a des cas d'arrêt cardiaque immédiat parce que ça déclenche une hémoptysie de grande abondance. Et voilà, donc le conseil c'est ne jamais gonfler le ballon du cathétérisme en distalité. Donc il faut toujours, si on est en distalité, reculer dans le tronc de l'artère pulmonaire, gonfler le ballon et ensuite repousser la sonde pour éviter ce type de complications. Bien sûr, un risque infectieux qui est très minime. Alors, quelques notions de physiologie pour bien comprendre ce qui va suivre comme diapo. Donc, quand on mesure une pression, c'est toujours par rapport à un niveau de référence. Donc, quand on mesure une pression intracardiaque, par exemple, on dit que la pression capillaire pulmonaire elle est à 12 mm de mercure. Donc, c'est par rapport au zéro de la pression atmosphérique. Et de façon conventionnelle, le zéro, il est représenté par le niveau de la ligne médio-axillaire. Donc quand vous préparez votre table de cathé, vous allez faire le zéro, et en faisant le zéro, il faut placer votre niveau de zéro de pression au niveau de la ligne médio-axillaire. Ça reflète en fait le niveau de l'oreillette droite près de la valve tricuspide. Donc ça, c'est l'installation du patient et la préparation du matériel de cathétérisme. Deuxième notion, il faut savoir que les courbes de pression enregistrées dans des cavités homologues, c'est-à-dire des cavités auriculaires ou bien des cavités ventriculaires, elles ont la même morphologie. C'est-à-dire, si vous prenez la courbe du VG et la courbe du VD, c'est la même morphologie. La courbe de l'oreillette droite ou bien de l'oreillette gauche, c'est la même morphologie. Ce qui va changer, c'est le niveau des pressions. Et ce niveau des pressions, il est imposé, ou il est dicté par l'impédance artérielle à laquelle est confronté chaque ventricule. Donc vous avez des résistances basses du côté pulmonaire, donc vous aurez des pressions basses et des résistances systémiques qui sont beaucoup plus élevées, donc vous aurez un niveau de pression qui est plus élevé au niveau du ventricule gauche, de l'oreillette gauche et de l'aorte. Ces pressions intracavitaires vont dépendre aussi de plusieurs autres facteurs que vous connaissez très bien. Ça va dépendre de la volémie, ça va dépendre de la post-charge, ça va dépendre de la compliance des parois myocardiques, ça va dépendre de l'inotropisme, des pressions intrathoraciques, si votre patient il est en inspiration, en expiration, en ventilation mécanique. Parfois on voit des courbes, notamment des pressions auriculaires changer au cours des mouvements respiratoires. Et aussi ça va dépendre du contenant qui est le péricarde. Quand il est épais, comme dans les cas de péricardite constrictive, ou quand il y a de l'épanchement qui est important, et bien ça va retentir sur l'hémodynamique intracardiaque. Alors, pour essayer de comprendre les courbes qu'on verra plus tard, on va voir un cycle cardiaque, une révolution cardiaque, et on va voir comment ça se passe au niveau des pressions intraventriculaires. Donc on va commencer par le début de la systole. Donc le début de la systole, la systole elle va commencer par une phase qu'on appelle une phase de contraction isovolumétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ventricule va commencer, les fibres myocardiques vont commencer à se contracter sans que le volume ne change, sans que le ventricule ne change de volume. La pression elle va augmenter, donc vous voyez ici la pression elle va augmenter, mais le volume ventriculaire est le même, jusqu'à ce que la pression intraventriculaire atteigne la pression artérielle. Là, il y aura l'ouverture de la valve on va dire ventriculo-artérielle, aortique ou pulmonaire, ventriculo-artérielle. Donc,
Ensuite va commencer la phase d'éjection. Donc on a une phase d'éjection maximale et une phase d'éjection réduite. Ensuite, une fois la pression dans le ventricule commence à chuter jusqu'à atteindre un certain niveau, les valves ventriculo-artérielles vont se fermer et va commencer la phase de relaxation isovolumétrique. C'est une phase où les fibres myocardiques vont commencer la relaxation sans changer de volume. Et donc le ventricule il a le même volume, mais la pression elle va chuter de façon importante. Et là, quand la pression intraventriculaire atteint le niveau de la pression auriculaire, là, les valves atrio-ventriculaires vont s'ouvrir et va commencer la phase de remplissage précoce, la phase de remplissage ventriculaire rapide, c'est l'onde E qu'on voit en échographie, qui est suivie par une phase de diastasis où il ne se passe pas beaucoup de flux, c'est la partie entre l'onde E et l'onde A en échographie. Ensuite vient la contraction auriculaire, c'est l'onde A qu'on voit en échographie, c'est le flux A, donc où ça va contribuer à la phase terminale du remplissage ventriculaire au moment de la diastole, et on va voir sur la courbe ventriculaire une petite montée de pression. Bien sûr, cette petite montée de pression sur la courbe ventriculaire, elle ne se voit plus quand le patient est en fibrillation auriculaire. Donc quand le patient est en fibrillation auriculaire, il n'y a pas de systole auriculaire, donc on ne va pas avoir cette petite montée de pression télédiastolique ventriculaire gauche. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Alors, maintenant on va voir les tracés de pression normaux, ce qu'on va enregistrer chez un patient normal. Donc on a dit, la première étape c'est de mesurer la pression dans l'oreillette droite. Donc vous allez monter votre cathéter et vous allez prendre la pression au niveau de l'extrémité distale. Donc votre extrémité distale là, elle est au niveau de l'oreillette. Donc vous allez enregistrer la courbe de pression. Donc vous aurez une courbe de pression polyphasique qui ressemble à cette courbe-là, typiquement chez un sujet normal. Donc on va commencer là par la contraction auriculaire. Donc quand l'oreillette se contracte, la pression intra-auriculaire, elle va un peu augmenter. Donc c'est cet accident-là, c'est l'onde A qui correspond à la contraction auriculaire, suivi par une petite descente en pression qui correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Ensuite, va commencer la contraction ventriculaire droite, bien sûr. Donc quand le ventricule va commencer à se contracter, la tricuspide elle va se fermer, et cette protrusion de la tricuspide dans l'oreillette droite, quand elle se ferme, va entraîner cette petite montée qui s'appelle l'onde C. C'est la contraction isovolumique. Donc la contraction isovolumique, le ventricule ne change pas de volume, mais la pression elle augmente, et sous l'effet de cette augmentation de pression, la valve tricuspide elle va se fermer, et en se fermant, hop, il y a une petite montée de pression en amont, donc au niveau de l'oreillette droite. Ensuite, vous avez une importante baisse de pression, c'est l'onde X. En fait, ça correspond à la contraction ventriculaire. Vous allez me dire, normalement, quand le ventricule se contracte, la pression dans l'oreillette droite va augmenter. En fait, non. Quand le ventricule se contracte, il y aura une attraction de l'anneau tricuspide vers la pointe du ventricule, d'accord? Et cette contraction, cet abaissement de l'anneau tricuspidien vers la pointe du VD va entraîner une sorte d'augmentation de volume et donc une sorte de dépression dans l'oreillette droite. C'est cette dépression X, d'accord? Ensuite vient le remplissage systolique de l'oreillette par le retour veineux. Donc on a une chute de pression dans l'oreillette droite, donc il y aura un appel de sang à partir des veines caves supérieures et inférieures. Donc l'oreillette elle va de nouveau se remplir de sang, d'accord? Et la pression elle va augmenter, la pression dans l'oreillette elle va augmenter, et après vient la phase E, c'est l'ouverture de la tricuspide et la vidange de l'oreillette dans le ventricule. Donc c'est ce qui entraîne cette baisse en pression, c'est l'onde Y. Est-ce que c'est clair pour les différents incidents au niveau des oreillettes, au niveau de l'oreillette? D'accord. Donc ce qu'on mesure nous sur le plan pratique
quand on est en train de faire un cathétérisme cardiaque droit, c'est la pression moyenne. C'est-à-dire que la baie de cathétérisme va afficher des valeurs, mais essentiellement une pression auriculaire moyenne, qui dans les cas normaux est aux alentours de 3 mm de mercure, on va dire entre 0 et 5 mm de mercure chez un patient normal en euvolémie. Une fois on a mesuré la pression dans l'oreille droite, on va pousser un peu la sonde, on va franchir la tricuspide et le bout de la sonde il va se retrouver dans le ventricule droit. Donc vous connaissez bien la morphologie de la courbe ventriculaire. Donc c'est un tracé, c'est un aspect monophasique, pas comme l'oreillette droite où c'est un aspect polyphasique, avec un protodiastole, une protodiastole. Donc la protodiastole c'est la fin de l'antée, donc la pression au niveau de la protodiastole est inférieure à la pression en télédiastole. La télédiastole c'est le pied du QRS. Donc protodiastole inférieure à télédiastole, tracé monophasique, donc c'est un tracé ventriculaire. Et ce qu'on va mesurer dans le ventricule droit, c'est, ou bien dans un ventricule gauche, si on met une sonde dans un ventricule gauche à travers la valve aortique, c'est une pression systolique, une pression protodiastolique et une pression télédiastolique. Donc dans un ventricule, on relève 3 pressions. On n'a pas de pression moyenne parce que c'est un flux qui est phasique, d'accord? Donc on mesure la pression protodiastolique, télédiastolique et la pression systolique dans le ventricule droit. Ensuite, on va pousser encore plus, un peu plus la sonde pour franchir l'artère pulmonaire et on va mesurer la pression artérielle pulmonaire. Ça ressemble à la courbe de l'aorte et on mesure 3 pressions. C'est une pression systolique, une pression diastolique et une pression moyenne. Donc en général, la pression moyenne elle est proche du niveau de l'incisure catacrote. Donc cet incident-là qui correspond à quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'incisure catacrote? Fermeture de la valve. Voilà. Donc c'est la fermeture de la valve ventriculo-artérielle. Donc quand la valve ventriculo-artérielle se ferme, en fait il y a un petit ressaut au niveau de la courbe, au niveau de la partie diastolique de la courbe de pression, et donc c'est ce qu'on appelle l'incisure catacrote. En général, c'est le niveau de la pression moyenne. Donc la pression moyenne, elle est, comme je l'ai dit, voisine du niveau de pression de l'incisure catacrote. Sur les bêtes KT, c'est mesuré de façon automatique, donc c'est affiché. En fait, quand on mesure la pression pulmonaire, on a 3 valeurs qui apparaissent, la pression systolique, la pression diastolique et la pression moyenne. Sur le plan théorique, on peut la déduire avec la formule pression systolique plus 2 fois la diastolique qu'on divise par 3, donc ça nous donne la pression moyenne théorique. Elle est utile pour mesurer le niveau des résistances vasculaires, notamment des résistances vasculaires pulmonaires. C'est important dans l'étude de l'hypertension pulmonaire. Et enfin, pour les pressions, on va mesurer la PAPO, la pression pulmonaire occlusive ou la pression pulmonaire bloquée, la wedge pulmonary pressure, qui est en fait le reflet de la pression dans l'oreillette gauche. Donc vous voyez, le tracé, ça ressemble à la courbe de l'oreillette droite, donc en effet ça reflète le niveau, mais avec un niveau de pression qui est un peu plus élevé. On a vu l'oreillette droite c'est entre 0 et 5 mm de mercure, là on est plutôt aux alentours de 10, entre 8 et 12 mm de mercure, donc c'est la pression capillaire pulmonaire et ça reflète le niveau de l'oreillette gauche. Donc c'est en fait une évaluation indirecte de la pression auriculaire gauche. Il faut savoir qu'on peut mesurer directement la pression intra-auriculaire gauche lors, par exemple, d'une valvuloplastie mitrale, mais avec un cathétérisme transseptal, donc il faut passer le septum interauriculaire, il faut mettre la sonde dans l'oreillette gauche, et là, on a une mesure directe de la pression intra-auriculaire gauche. Et en général, c'est superposable à la PAPO. Donc voici les normes, les valeurs normales. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'oreillette droite, la moyenne c'est aux alentours de 2, mais c'est entre 0 et 6 mm de mercure. Le ventricule droit, une pression protodiastolique qui est voisine de 0, télédiastolique qui est voisine de 5, et systolique, c'est en fait c'est la même que la pression pulmonaire systolique s'il n'y a pas d'obstacle au niveau de la valve pulmonaire, et c'est aux alentours de 25 mm de mercure. La pression dans l'artère pulmonaire systolique, c'est entre 15 et 30, bien évidemment ça peut augmenter un peu avec l'âge, on peut s'approcher des 40 chez les personnes âgées.
La diastoliche est aux alentours de 10 et la moyenne est aux alentours de 15. Et la pression pulmonaire, la PAPO, ce qu'il faut retenir, c'est que la moyenne, elle est en général inférieure à 12 mm de mercure. Alors, donc ça, c'est le temps capital d'un cathétérisme droit. C'est la mesure des pressions dans les différentes cavités. Je vous ai dit qu'on peut mesurer les débits cardiaques. Donc c'est la technique de thermodilution. Je vous ai expliqué le mécanisme tout à l'heure. Donc, injection d'un embol de liquide froid, thermistance qui va détecter la variation de température. En général, on fait 3 mesures, voire même plus chez les patients en fibrillation auriculaire. On moyenne les 3 mesures et on aura la valeur du débit cardiaque. Il faut savoir qu'il y a des paramètres qui vont, ou bien des pathologies qui vont entraîner une surestimation du débit cardiaque par cette méthode-là, notamment quand on a une fuite tricuspide importante ou bien s'il y a un shunt intracardiaque. C'est pour ça que s'il y a un shunt, il faut plutôt se baser sur la méthode d'oxymétrie pour mesurer le débit cardiaque. La valeur normale, alors pour parler de valeur normale, il vaut mieux parler de l'index cardiaque, qui est le débit cardiaque rapporté à la surface corporelle. Donc l'index cardiaque, c'est le débit cardiaque sur la surface corporelle. Ça s'exprime en litres par minute par mètre carré de surface corporelle, Et les valeurs moyennes, c'est 3,5 plus ou moins 0,3 chez l'homme, 3,2 plus ou moins 0,3, on va dire de 3 à 5 litres par minute par mètre carré. Une fois on a la pression pulmonaire moyenne, une fois on a la PAPO, on a le débit cardiaque, on peut en déduire les résistances pulmonaires totales. Donc les résistances vasculaires pulmonaires, c'est la pression artérielle pulmonaire moyenne moins la pression pulmonaire bloquée qu'on divise par le débit cardiaque, et la valeur normale c'est inférieur à 3 unités. Alors on va voir les applications cliniques du... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie. C'est ça, c'est wedge pressure. Wedge pressure ou pressure, ça veut dire wedge, ça veut dire bloqué. C'est en fait c'est ça, oui. La PAPO, c'est wedge. Le ballon et maintenant le wedge, ça. Voilà, tout à fait. Donc quand vous avez le ballon qui est... Quand vous avez le ballon qui est gonflé et qui est dans une branche de l'artère pulmonaire, donc ce qu'on va détecter quand on mesure la pression au niveau de la partie de ce détecteur distal, c'est au niveau de cette colonne de sang où il n'y a pas de flux, et c'est en fait le capillaire pulmonaire. D'accord? Voilà. Et quand on dégonfle le ballonnet, eh ben on va avoir une courbe de pression pulmonaire qui va réapparaître, parce que ce détecteur de pression, il va enregistrer tout ce qui se passe tout autour, c'est-à-dire le niveau de pression artérielle pulmonaire. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais gonfler le ballon alors que la sonde est très distale dans l'artère pulmonaire. Si vous gonflez dans une branche qui fait par exemple 5 mm, vous risquez d'éclater la branche artérielle. Donc il faut toujours reculer dans l'artère pulmonaire, gonfler le ballon, d'accord? On peut bloquer le gonflage du ballon et ensuite avancer jusqu'à ce qu'on voit sous scopie que ça n'avance plus, d'accord? Et on voit sur la courbe de pression, on avait une courbe artérielle et qui se transforme en une courbe polyphasique, c'est la courbe capillaire pulmonaire, d'accord? Effectivement, c'est la pression bloquée, c'est wedge pressure capillary pulmonaire. Okay? J'ai une question oui? par rapport à l'utilisation d'une sonde droite au lieu de les possibilités et les particularités, puisqu'on n'a pas de cathéter disponible. Alors, tout à fait. On peut le faire, on le fait. La seule chose, pas de débit cardiaque et pas de pression capillaire pulmonaire. Mais on peut mesurer la pression dans l'oreillette droite, on peut mesurer la pression dans le ventricule droit, on peut mesurer la pression dans l'artère pulmonaire. On peut faire ça moyennant un guide qui est peut-être un peu préformé pour pouvoir orienter la sonde vers l'artère pulmonaire. Il faut le faire avec délicatesse, mais voilà, la seule chose c'est qu'on ne peut pas mesurer le débit cardiaque et surtout on ne peut pas mesurer la pression capillaire pulmonaire. Mais je pense que ça peut être utile parce que ces sondes-là elles sont trop chères, d'accord? Elles sont trop chères, mais ça peut être utile quand on a un doute sur une péricardite chronique constrictive. En fin du compte, on n'a pas besoin de la pression capillaire pulmonaire, on a besoin essentiellement de la pression dans le ventricule droit, d'accord? Donc on peut mettre une sonde, une pictelle, une sonde droite dans le ventricule droit pour voir s'il y a un risque. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant d'avancer? Bien. Alors, on va voir
les situations cliniques où le cathétérisme droit peut être utile. Première situation clinique, c'est les tableaux d'adiastolie. Donc quand on dit adiastolie, c'est un trouble du remplissage ventriculaire qui peut être lié soit à une cardiopathie restrictive ou bien à une péricardite chronique constrictive. Alors, le cathétérisme droit, il peut nous aider pour faire la part des choses quand on a un doute diagnostique. Alors, je vais vous montrer des exemples de courbes. Alors, on a deux courbes. Cette courbe, elle correspond à quoi en fait? Ventricule gauche. Voilà. Donc c'est une courbe ventriculaire avec un niveau systolique qui est aux alentours de 90 mm de mercure. D'accord. Et la deuxième courbe, c'est une courbe VD. Voilà, avec un niveau systolique qui est aux alentours de 30 mm de mercure. Alors, est-ce que vous voyez des anomalies? Est-ce que vous pouvez deviner certaines anomalies sur cette courbe-là? On va regarder cette partie-là en premier, partie diastolique. Donc on a dit tout à l'heure que la pression protodiastolique est aux alentours de 0, la pression télédiastolique du VD, je parle, est aux alentours de 5 mm de mercure. Là on a une pression protodiastolique qui est normale et une pression télédiastolique aux alentours de 12-13 mm de mercure, donc c'est un peu élevé. Avec un aspect voilà, de racine carrée, ou ce qu'on appelle le diplateau. Hein? Restrictive pericarditis? Yes. Square root sign. Restrictive pericarditis, yes. Donc voilà, le square sign, square root sign. Square root sign, voilà, merci. Donc c'est la racine carrée, c'est le diplateau. Alors pour parler de diplateau, il faut que la pression télédiastolique ventriculaire droite soit supérieure au tiers de la pression systolique, du VD bien sûr. Donc là vous avez à peu près 13 mm de mercure. Là, vous avez une pression systolique aux alentours de 33 mm de mercure, donc c'est plus que le 1/3 de la pression systolique. Donc, on peut dire qu'il y a une PTDVG élevée avec un aspect de diplateau. En fait, cet aspect de diplateau est lié à quoi? Donc, la protodiastole, le ventricule il est vide, donc il va se remplir un peu, mais rapidement, à cause de cette péricardite qui empêche l'expansion du ventricule droit, le niveau de pression il va augmenter, donc la pression dans le ventricule droit il va augmenter, le ventricule droit ne va plus pouvoir recevoir plus de sang et donc le niveau de pression il va stagner tout le reste de la systole, de la diastole. Deuxièmement, un signe qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la discordance respiratoire des flux. Donc on demande au patient d'inspirer et on voit qu'au moment de l'inspiration, qu'après l'inspiration, le niveau de la pression VG il va diminuer et le niveau de la pression du ventricule droit il va augmenter. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la discordance respiratoire des flux. Je reviens à ça après. C'est lié à quoi cette discordance respiratoire des flux? C'est pas compliqué. Donc quand on demande au patient d'inspirer, qu'est-ce qui se passe? On diminue la pression intrathoracique, donc on fait augmenter l'appel du sang, donc il y a plus de sang qui va venir vers l'oreillette droite, donc de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure. Donc le flux tricuspide, le flux à travers la tricuspide, il va augmenter. Quand le flux tricuspide il va augmenter, donc le ventricule droit, il va se remplir. Et il va, à cause de cette coque fibreuse, normalement le VD, quand il se remplit, il va s'expandre en partie et essentiellement aux dépens du péricarde, et donc il va pouvoir s'expandre. Là, le péricarde il est inextensible, c'est une coque fibreuse, calcaire, et donc le VD il sera obligé d'expandre aux dépens du ventricule gauche. C'est pour ça que quand le patient inspire, les pressions systoliques du ventricule gauche, elles vont diminuer parce que le remplissage du VG, il est perturbé. D'accord? C'est clair? Aussi, quand le patient il inspire, les pressions dans les veines pulmonaires, elles vont diminuer. Donc, le remplissage de l'oreillette gauche, il va diminuer. Et donc, le remplissage du VG, il va diminuer. Donc, on voit que la précharge du VG, elle est fortement diminuée. Donc, la systole qui suit
va être marqué par une chute de la pression systolique parce que le ventricule s'est moins bien rempli. Contrairement au ventricule droit, à l'aspiration, eh ben, il y a plus de remplissage, il y a plus de sang qui arrive vers les cavités droites et les pressions systoliques ventriculaires droites elles vont augmenter. Donc c'est un signe capital et qui est peut-être un peu plus spécifique que le dit plateau, c'est la discordance respiratoire du flux, des flux qui est assez spécifique de la péricardite chronique constrictive. On le voit aussi en échographie, quand on demande aux patients d'inspirer, on va voir des flux mitraux qui vont baisser, des flux tricuspides qui vont augmenter, donc c'est le même mécanisme. Donc voici un résumé des différentes anomalies qu'on peut constater dans une péricardite constrictive. Premièrement, cet aspect de deep plateau, avec une PTDVG qui est supérieure au tiers de la pression systolique. Deuxièmement, on va voir un équilibrage des pressions diastoliques du ventricule droit et du ventricule gauche. Alors habituellement, les pressions de remplissage du VG sont un peu plus élevées que les pressions de remplissage du VD, mais vu que l'ensemble il est dans une coque fibreuse, en diastole, les pressions elles vont s'équilibrer et les pressions VD elles vont augmenter pour atteindre le niveau des pressions ventriculaires gauche. Et l'autre signe très important, c'est la discordance respiratoire des flux au moment de l'inspiration, notamment une chute de la pression systolique systémique et une augmentation de la pression systolique du ventricule. Voilà, là je vous ai mis des images d'IRM. En fait, quand on demande au patient d'inspirer, vous voyez comment le VD il augmente en volume aux dépens du ventricule gauche et on voit cet aplatissement du septum, ce facellement du septum interventriculaire qui va disparaître à la fin de l'expiration. Donc c'est ce qui explique la discordance respiratoire des flux. Une deuxième courbe, alors pareil, c'est une courbe ventriculaire gauche, une courbe ventriculaire droite. Est-ce que vous constatez des anomalies sur ce tracé-là? Je vais vous aider un peu. Oui, avant. Pression systolique du VD. Très bien. Première constatation, pression systolique VD aux alentours de 60 mm de mercure. Très bien. Deuxième chose. Pression télédiastolique du VG augmentée. Excellent. Une pression télédiastolique du VG qui est aux alentours de 40. Donc on a dit que c'est aux alentours de 12, c'est la pression auriculaire gauche. D'accord. Il y a une augmentation, à cause de cette augmentation effectivement de pression télédiastolique du ventricule gauche, donc il y a une augmentation de l'écart entre les deux courbes, contrairement à la PCC, à la péricardite constrictive où ces deux parties sont superposables. Là, il y a une augmentation de l'écart entre les pressions télédiastoliques ventriculaires. Comme vous l'avez dit, une pression systolique ventriculaire droite qui est élevée. Et là, on demande au patient d'inspirer. On n'a pas la discordance des flux. Les flux, ils vont dans le même sens. Donc, à l'inspiration, les flux ils vont augmenter aussi bien pour le VG que pour le VD. Et ça, c'est typique d'une cardiopathie restrictive. Donc, on n'a pas vraiment l'aspect en dit plateau, mais c'est vrai qu'on a une nette élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche parce que le primum bovin, c'est un trouble de la fonction diastolique intracavitaire cavitaire gauche, du ventricule gauche, donc les pressions diastoliques vont être très élevées et on va avoir une différentielle qui est entre des pressions télédiastoliques élevées, contrairement à la péricardite constrictive, avec une concordance des tracés lors de l'inspiration. Donc c'est un tableau récapitulatif pour les deux troubles, les deux pathologies de la diastolie, la péricardite constrictive, la cardiopathie restrictive, PCC, égalisation des pressions diastoliques ventriculaires gauche et droite. L'aspect de plateau, ça veut dire une PTDVD supérieure au tiers de la pression systolique du ventricule droit, une discordance respiratoire des tracés VG et VD, et des pressions pulmonaires qui sont souvent normales dans la péricardite chronique constrictive, contrairement à la CMR où la pression pulmonaire elle est augmentée, une concordance respiratoire des flux
une pression télédiastolique qui est inférieure au tiers de la pression systolique du QVD, donc on n'a pas vraiment l'aspect de dit plateau, et deux courbes qui sont l'écart entre les pressions télédiastoliques qui est supérieur à 5 mm de mercure. Alors parfois, les patients, ils arrivent dans un tableau d'insuffisance cardiaque droit, ils sont bien diurétiqués, ils sont bien vidés, et quand on les reçoit en salle de cathétérisme, on n'a pas vraiment l'aspect de dit plateau, c'est pas vraiment franc, c'est pas net, parce qu'ils ont été très déplétés, et donc dans ces cas-là, on peut faire un test de surcharge sonné au moment du cathétérisme, c'est-à-dire il suffit juste de passer, par exemple, 200 ml ou 250 ml de sérum physiologique assez rapidement, sur 10 et 15 minutes, et on va voir les pressions augmenter, donc ça permet de démasquer les anomalies de remplissage quand les patients ils sont bien déplétés. Monsieur, Oui, بس ممكن تاني نقطة تاني oui, bien sûr. فاهمها هي تاني نقطة PTDVD Oui. PTDVD Oui. moins le Alors PTD, c'est pardon, un diastolic right ventricle pressure is more than 1/3 of systolic right ventricle pressure. D'accord. Et là, la PTDVG, elle est inférieure. Alors pour parler de dit plateau, le square root sign, pour parler de ça, il faut par définition avoir une pression télédiastolique supérieure, là, une pression télédiastolique qui fait plus que le tiers de la pression systolique du ventricule droit. D'accord? Donc ça, c'est typique du péricardite constrictive. Par contre, là, vous voyez, peut-être qu'il y a une petite élévation effectivement de la pression télédiastolique, mais qui n'atteint pas le tiers de la pression systolique du ventricule droit. D'accord? Pour avoir les deux courbes simultanément, il faut avoir un accès. Oui, théoriquement, oui. Donc il faut avoir la Swan-Ganz avec le sang dans le ventricule droit, et il faut avoir un vésinet artériel, une sonde queue de cochon, on franchit par voie rétrograde l'aorte, et on va mettre la sonde épictèle dans une queue de cochon dans le ventricule gauche. Oui. Donc il faut un double apport, effectivement, pour avoir les courbes simultanées. Après, on peut se limiter dans un premier temps déjà à un cathétérisme droit si on veut voir juste s'il y a un aspect de plateau, donc c'est déjà très important. Bon. Alors, donc quand on voit les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2015, le cathétérisme cardiaque devant un tableau diastolie, il n'est recommandé que lorsque les autres méthodes non invasives n'aboutissent pas à un diagnostic de certitude d'une péricardite constrictive. C'est-à-dire, quand vous faites un scanner, en général, devant une péricardite constrictive, avec un scanner cardiaque, on va pouvoir voir la coque fibreuse ou fibrocalcaire qui entoure le cœur. Donc ça, c'est déjà très important pour faire la différence avec la CM, la cardiopathie restrictive. On peut faire aussi une IRM cardiaque, parce que l'IRM cardiaque va nous permettre de voir ce signe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'aplatissement du septum interventriculaire au moment de l'inspiration. Alors quand on a, malgré le scanner, malgré l'IRM, un doute diagnostique, eh ben, on peut aller jusqu'au cathétérisme droit pour chercher éventuellement ce signe de plateau. Deuxième intérêt dans le cathétérisme, deuxième application clinique, c'est l'hypertension pulmonaire. Alors par définition, l'hypertension pulmonaire, c'est une pression pulmonaire moyenne supérieure à 25 mm de mercure. Le cathétérisme droit va pouvoir mesurer de façon directe et précise le niveau des pressions pulmonaires, donc ça va permettre de confirmer le diagnostic. On va pouvoir faire des tests de vasoréactivité, c'est le test ONO, monoxyde d'azote, et on va pouvoir différencier entre des caractères précapillaires et post-capillaires dans les cas d'hypertension pulmonaire. Alors, oui? Il y a une différence entre hypertension pulmonaire et hypertension artérielle pulmonaire. Très bonne question. Il y a une slide pour répondre à votre question. Hein, il y aura une slide, je pense, dans 2 ou 3 slides, ça sera la réponse à votre question. D'accord? C'est une très bonne question. Alors, les recommandations de 2015, donc on définit une hypertension pulmonaire, là je dis hypertension pulmonaire, quand la PAP moyenne, la
pression pulmonaire moyenne est au-dessus de 25 mm Hg. Donc, elle est précapillaire quand la pression, la papo wedge pulmonaire gauche est inférieure à 15 mm Hg. Elle est postcapillaire quand la pression, la papo, est supérieure à 15 mm Hg. Ça veut dire que là, le problème, il n'est pas lié au ventricule gauche, d'accord ? Il est lié peut-être à une hypertension artérielle pulmonaire, ou bien un problème pulmonaire, ou bien une hypertension pulmonaire thromboembolique, ou bien d'autres pathologies, alors que dans la postcapillaire, le problème est lié à une cardiopathie gauche, donc qui retentit sur la pression capillaire pulmonaire. C'est pour ça que là, les pressions capillaires pulmonaires sont élevées. Alors, on peut avoir des cas d'hypertension pulmonaire postcapillaire isolée, ou bien des cas d'hypertension pulmonaire mixte, où il y a effectivement une part postcapillaire, mais il y a aussi une part précapillaire. En fait, on fait la différence en calculant, les résistances vasculaires pulmonaires, on a vu la formule tout à l'heure, et deuxièmement, en mesurant, ou en calculant plutôt, le gradient de pression diastolique, qui est la PAP diastolique moins la PAPO, d'accord. Si c'est plus de 7 mm de mercure, donc il y a une part précapillaire dans cette hypertension pulmonaire. C'est clair? Alors, pour répondre à votre question, elle est là votre question, est-ce qu'on dit hypertension pulmonaire ou bien hypertension artérielle pulmonaire? Donc, l'hypertension pulmonaire, c'est toutes les maladies définies par une pression pulmonaire moyenne supérieure à 25 mm de mercure. Alors que l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est l'ensemble des hypertensions dont l'origine est liée aux artères pulmonaires. Donc, quand vous allez voir les 5 groupes d'hypertension pulmonaire, le groupe 1, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est l'hypertension pulmonaire idiopathique, ou liée à des causes héréditaires, ou liée à une origine toxique, ou bien des maladies systémiques, ou une infection HIV. Donc ce sont les HTAP, ce sont les hypertensions artérielles pulmonaires. Les autres groupes, ce sont des hypertensions pulmonaires. On ne peut pas dire, par exemple, pour un patient qui a un rétrécissement mitral, qu'il a une HTAP. On dit qu'il a une HTP, une hypertension pulmonaire. D'accord ? Donc c'est ça la différence. Donc là, l'HTAP, c'est un problème au niveau des artérioles pulmonaires. C'est une augmentation des résistances au niveau des artérioles pulmonaires. D'accord ? Donc le groupe 2, c'est les hypertensions pulmonaires secondaires à une cardiopathie gauche. Le groupe 3, c'est les hypertensions pulmonaires liées à une hypoxie chronique ou bien à une maladie pulmonaire. Et le groupe 4, c'est les hypertensions pulmonaires d'origine thromboembolique. Et groupe 5, c'est un peu des mécanismes multifactoriels ou bien des causes qui ne sont pas très bien évidentes. Quand est-ce qu'un cathétérisme droit est indiqué dans une hypertension pulmonaire? Il est indiqué pour confirmer que c'est une HTAP, d'accord, pour confirmer que c'est un groupe 1 et pour guider un peu le traitement. Deuxièmement, il est recommandé quand on suspecte une cardiopathie congénitale pour étudier l'importance du shunt et pour guider la décision de correction, de traitement chirurgical ou interventionnel, évidemment. C'est indiqué dans les groupes 2, donc quand c'est secondaire à une cardiopathie gauche, ou bien dans les groupes 3, c'est-à-dire secondaire à un problème pulmonaire, quand on considère une transplantation cardiaque. Il est indiqué aussi dans les hypertensions pulmonaires d'origine thromboembolique. Et comme on l'a dit là, c'est le groupe 1, les HTAP, pour étudier l'efficacité du traitement. Vous savez, dans les hypertensions artérielles pulmonaires, il y a certains traitements qui sont assez spécifiques. Alors, on voit parfois, assez souvent, des gens revenir à 6 mois, 1 an, pour faire un cathétérisme droit de contrôle, pour étudier de façon précise la variation des pressions avant le début du traitement et après le début de traitement. Donc c'est très utilisé dans les centres de référence d'hypertension pulmonaire, par exemple en France. Alors j'ai parlé tout à l'heure du test de vasoréactivité. C'est quoi en fait? Au moment du cathétérisme droit, on va mettre un masque nasal où il y a du NO. Donc le patient il va respirer du NO pendant 10 minutes et on va refaire des mesures de pression intrapulmonaire et du débit cardiaque après cette exposition pendant 10 minutes au monoxyde d'azote. Et on va voir s'il y a ou non des variations. Donc on dit que le test au NO est positif quand
la PAP moyenne diminue de plus de 10 mm de mercure et que ça atteint une PAP moyenne moins de 40 mm de mercure, c'est intéressant parce que ça permet de prédire la réponse ou non à la mise sous inhibiteur calcique. Donc certains patients, notamment ceux qui ont des causes héréditaires, des causes idiopathiques ou bien des hypertensions artérielles pulmonaires peuvent répondre à un traitement par inhibiteur calcique. Et donc ces patients-là, il faut faire un test ONO pour savoir si ça va être un répondeur ou non, ou prédire un peu si ça va être un répondeur ou non au traitement par monoxyde, au traitement par inhibiteur calcique. Je termine par le cathétérisme droit et l'évadulopathie. Donc, le cathétérisme droit, ça nous permet de mesurer les gradients transvalvulaires, par exemple sur la valve tricuspide, ou bien entre la ventricule pulmonaire, le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Ça va permettre de mesurer le débit cardiaque, et on va déduire des surfaces valvulaires à travers les gradients. Ça va permettre d'étudier les pressions de remplissage et mesurer les pressions pulmonaires. C'est très important parfois chez des patients asymptomatiques et qui n'ont pas de retentissement cardiaque de leur valvulopathie. Parfois on peut indiquer une chirurgie rien que pour des pressions pulmonaires élevées. Et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à un cathétérisme droit pour avoir la certitude que la pression pulmonaire est vraiment élevée et que c'est vraiment plutôt post-capillaire que pré-capillaire, parce que parfois des patients ils ont pas mal de comorbidités, ils sont obèses, ils ont une BPCO et on peut avoir une augmentation des pressions pulmonaires à cause de ce problème pulmonaire que le problème valvulaire. Alors, pareil, deux courbes. C'est la courbe ventriculaire gauche. Ça, c'est une courbe. C'est quoi comme courbe? Pardon? L'EG, voilà, c'est la papo. C'est la wedge que nous pêche. D'accord. Alors, quelles sont les anomalies que vous voyez? Regardez essentiellement en diastole. Diastole entre la fin de montée et le pied du QRS. C'est la partie. Voilà. Voilà. Il y a un gradient diastolique entre l'OG et le ventricule droit, et la pression de l'oreillette gauche elle est plus élevée que la pression intra-ventriculaire gauche au moment de la diastole. Donc ça évoque un rétrécissement mitral. D'autres signes, c'est l'augmentation des pressions intra-auriculaires gauche. Vous voyez là, si on prend la moyenne de la pression capillaire pulmonaire, c'est aux alentours de 25 mm de mercure. Donc c'est 2 fois la normale. Donc les pressions intra-auriculaires gauche qui sont augmentées. Deuxièmement, cette pente c'est ce qui correspond à la pente EF en échographie, elle est diminuée. Ça veut dire qu'il y a une gêne à l'évacuation et à la décharge de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Troisième signe, je vous ai dit tout à l'heure qu'au moment de la contraction, vous voyez le patient il est en rythme sinusal, qu'au moment de la contraction auriculaire, il y a une petite surpression en télédiastole au niveau du ventricule gauche, et là on voit qu'il n'y a pas vraiment cette montée en pression à cause de la systole auriculaire, c'est à cause de l'obstacle valvulaire mitral. Donc cette systole auriculaire, elle est amortie, elle n'est pas transmise en entier vers la partie télédiastolique du ventricule gauche. Donc voilà, ça résume un peu les différentes constatations. Donc une onde V augmentée ou bien une pression intra-auriculaire gauche qui est augmentée, une descente Y qui est diminuée, c'est la diminution de la pente EF, l'absence de transmission d'onde A au niveau de la télédiastole du ventricule gauche et une augmentation de la pression auriculaire gauche. Donc là, effectivement, il faut mettre une sonde dans l'oreillette droite, une sonde dans le ventricule gauche et une sonde dans le capillaire pulmonaire pour pouvoir avoir ce tracé-là. Deuxième tracé, c'est quoi comme courbe, ça? Donc c'est une courbe ventriculaire. Voilà, c'est une courbe ventriculaire avec un niveau de pression qui est aux alentours de 25 à 30 mm de mercure. Et là, c'est une courbe auriculaire droite. C'est vrai qu'on comme ça, on ne peut pas faire la différence entre une courbe OD et OG parce que le niveau de pression est tellement élevé. Donc je vous le dis, c'est une courbe auriculaire droite. Et pareil, vous voyez, le problème, il est au niveau de la diastole et vous avez un gradient diastolique entre l'oreillette droite et le ventricule droit chez un patient qui a un rétrécissement tricuspide.
Alors là, c'est gauche-gauche, hein, c'est un caté gauche. Je vous ai mis ça juste pour... voilà, donc, comme courbe, vous avez quoi? Ça, c'est quoi comme courbe? Donc, ce sont deux courbes gauches. Hein. Donc, c'est une courbe VG, et là, c'est une courbe... alors, regardez, faites attention, le niveau diastolique, il est à 10. D'accord? C'est une courbe G. C'est une courbe auriculaire. C'est une courbe auriculaire. D'accord? C'est pas une courbe auriculaire droite, c'est une courbe auriculaire gauche. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est une courbe auriculaire. D'accord? On a dit que les pressions, vous avez dit aortiques, les pressions aortiques en systole, elle est plus importante qu'en diastole. Là, c'est l'inverse. En systole, là, la pression est moins importante qu'en diastole. Donc c'est une courbe VG, une courbe oreille gauche ou pression capillaire pulmonaire. Et l'anomalie la plus flagrante, c'est quoi? Il y a plusieurs anomalies, mais il y a une qui est sur la pression capillaire pulmonaire. Hein? Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'onde V. Donc une onde V qui est très importante, qui est très élevée, d'accord, à 60 mm/Hg, c'est à cause du reflux de sang au moment de la contraction ventriculaire. Donc il y a une importante partie de sang qui revient vers l'oreillette gauche, c'est ce qui entraîne une grande onde V, d'accord, au niveau du capillaire pulmonaire, de l'oreillette gauche et du capillaire pulmonaire. Donc ça se voit essentiellement dans l'insuffisance mitrale, essentiellement aiguë, d'accord. Et on voit aussi le niveau de PTDVG, qui est là aux alentours de 33 mm/Hg. Donc une grande onde V, d'accord, une PTDVG qui est élevée. Voilà. Alors c'est vrai que en matière de valvulopathie, les indications elles sont trop restreintes. C'est vraiment des cas où les examens non invasifs ils sont douteux, ils ne sont pas concluants, ou bien si on a une discordance entre la clinique et les examens non invasifs, par exemple un patient qui est obèse, qui est BPCO, qui a par exemple un rétrécissement mitral modéré à l'écho, avec une pression pulmonaire systolique élevée, un patient qui est très gêné, qui est très ischémique. Alors vous ne savez pas si c'est le problème respiratoire ou bien le problème de ce rétrécissement mitral qu'on a du mal à évaluer en échographie. Donc là c'est important de faire, c'est intéressant de faire un cathétérisme cardiaque droit. Pourquoi? Parce qu'on va savoir si cette hypertension pulmonaire elle est précapillaire ou post-capillaire. Donc si c'est précapillaire, c'est essentiellement le problème de la BPCO, de l'obésité. Si c'est post-capillaire, bah, peut-être qu'on a sous-évalué le rétrécissement mitral ou bien n'importe quelle valvulopathie. Donc ça peut guider un peu des conduites thérapeutiques. Voilà. Juste pour la curiosité scientifique, une courbe de pression. Alors vous avez deux courbes. Celle-là c'est VG, aorte. Voilà, donc c'est une courbe artérielle avec un niveau de pression entre 60 pour la diastolique, 140 pour la systolique. Une courbe VG. Voilà. Et la principale constatation c'est voilà, c'est la différence. Alors, normalement, quand il n'y a pas d'obstacle entre le ventricule gauche et l'aorte, les deux courbes sont superposables. On peut faire un enregistrement simultané. Alors comment faire un enregistrement simultané? On désigne par exemple artérielle fémorale 6F avec une sonde queue de champ 5F. On fait une première mesure sur le désilé artériel et d'autres courbes au niveau de la pictelle, au niveau du ventricule gauche. Et donc normalement, en simultané, les deux courbes sont superposables. Là, vous avez ce gradient entre l'aorte et entre le ventricule gauche et l'aorte. Donc quand on mesure cette surface-là, on va pouvoir en déduire le gradient moyen. D'accord? Vous voyez aussi, vous avez une PTDVG qui est élevée. D'accord? Et cette cassure de la montée de pression dans l'aorte à cause de cet obstacle au niveau de la valve aortique. Là, vous voyez ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'onde A, la contraction auriculaire qui entraîne cette surpression en télédiastole. Et c'est très important pour les patients qui ont un rétrécissement aortique. Pourquoi? Parce que ça augmente un peu la précharge pour pouvoir bien lutter contre cet obstacle à l'éjection. Et c'est pour ça que souvent, les rétrécissements aortiques serrés
ils sont découverts lors du passage en alpha. Donc les patients perdent cette systole auriculaire et ça va encore perturber un peu plus l'hémodynamique intraventriculaire gauche et l'éjection ventriculaire gauche à cause d'une précharge un peu altérée. Dernière courbe. Deux courbes de pression. Celle-là, c'est une courbe de pression ventriculaire gauche et celle-là, c'est une courbe de pression aortique. Donc, vous voyez là, la montée de pression, elle est quasiment superposable. Donc, il n'y a pas de gradient entre le ventricule et l'aorte. Il n'y a pas d'obstacle à l'éjection. Par contre, les anomalies, c'est quoi? Vous pouvez différencier. Voilà, l'élargissement différentiel à cause d'une diminution de la pression diastolique aortique. Donc vous voyez la pression diastolique pour une systolique aux alentours de 20, vous avez une diastolique aux alentours de 55 mm de mercure. Ça évoque quoi? Une fuite aortique, voilà. Vous voyez aussi, vous avez des pressions de remplissage ventriculaire gauche qui sont élevées, aux alentours de 22-23 mm de mercure. Donc effectivement, c'est une insuffisance aortique avec un élargissement de la différentielle et une PTDVG qui est augmentée. Voilà, je pense que j'ai terminé avec ce cours-là. C'est pas... Je sais que c'est un peu compliqué, mais j'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions? ممكن الانسuffisances مترات تاني؟ Bien sûr. Voilà. Hop. Vous préférez celle-là ou celle-là? Bon, je vais vous mettre celle-là. يعني ممكن بس الفروق بينهم وبين الاورتيك ستينوزي. Of course. Alors, avec la sténose aortique. Ok. Donc là, premièrement, la différence, c'est les courbes qu'on enregistre. Là, pour une insuffisance mitrale, ce qu'on a enregistré, c'est une courbe ventriculaire gauche. D'accord? On est bien d'accord? Et là, c'est une courbe auriculaire gauche. C'est une PAPO, c'est une wedge pulmonary pressure. Yes. Ok? Dans le rétrécissement aortique, ce qu'on enregistre, c'est une courbe ventriculaire gauche gauche aortique. et aortique. Ok? Alors, dans l'insuffisance mitrale, le problème, c'est une fuite mitrale au moment de la systole. Donc, quand le ventricule il va se contracter, il y aura un reflux d'une quantité assez importante de sang du ventricule à l'oreillette en systole. Donc, en systole, c'est à ce niveau-là, c'est dans T, vous avez une augmentation de pression, d'accord, dans l'oreillette gauche. D'accord? Donc, c'est un problème essentiellement, il se retentit essentiellement sur l'oreillette gauche. Là, c'est un autre problème, c'est un obstacle à l'éjection. D'accord? Donc là, la valve mitrale, il n'y a pas de problème, elle fonctionne bien, mais le ventricule gauche, il a devant lui une valve qui a du mal à s'ouvrir, donc il va se contracter, il va générer une pression, mais uniquement une partie de cette pression va être transmise à l'aorte à cause de cette diminution de l'ouverture de la valve mitrale. Donc il y a un gradient de pression systolique entre le ventricule gauche et l'aorte. D'accord? Donc c'est vrai que quand je vous montre des courbes comme ça, c'est pas facile parce que l'opérateur, par exemple, qui fait un acte, il sait qu'il a une sonde dans l'artère pulmonaire, une sonde bloquée dans une wedge pulmonary pressure, voilà, occlusive, et une sonde dans le ventricule, donc c'est plus facile à comprendre que des courbes qui sont sans savoir ce que c'est comme montage. D'accord? Et pour le rétrécissement mitral, c'est là. Oui, pour le rétrécissement mitral, alors, il y a deux choses qui sont possibles. Ou bien vous êtes en train de faire une dilatation mitrale percutanée, donc là vous faites le transseptal, obligatoirement, et donc vous pouvez prendre la pression dans l'oreillette gauche de façon directe, et il faut placer en piquant une artère, par exemple une artère radiale, vous mettez une sonde pictelle, une queue de cochon dans le ventricule gauche en même temps, et vous pouvez enregistrer les courbes en même temps. Ou bien si c'est juste un temps diagnostique, vous n'êtes pas en train de faire une valvuloplastie mitrale, c'est juste un temps diagnostique, vous pouvez toujours mettre une pictelle, une queue de cochon dans le ventricule gauche et mettre un cathé droit avec enregistrement de la PAPO, de la pression pulmonaire bloquée, occlusive, voilà, d'accord, en même temps. Et donc vous aurez les deux courbes qui sont superposées, on peut avoir ce type de tracé. Ça, c'était une trace avec une augmentation de la pression capillaire. Voilà,
Voilà, une augmentation de la pression capillaire, un gradient de pression entre les deux, une diminution de la pente Y, c'est comme l'échographie, une diminution de la pente EF à cause de cette gêne à l'écoulement sanguin à travers ou de vidange de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche. C'est essentiellement ça. Et une absence de transmission de... Un gradient de pression diastolique. Tout à fait. Alors il faut toujours se repérer. Quand on vous donne une courbe de pression, il faut qu'on vous donne avec des tracés d'électrocardiogramme pour pouvoir se situer entre systole et diastole. Donc la protodiastole, c'est la fin de montée, la télédiastole, c'est le pied du QRS. D'accord? Donc là, c'est la partie diastolique. D'accord? Donc la systole, c'est du QRS, du début du QRS jusqu'à la fin de montée. C'est bon? Et la pression dans les pics à pic qu'on fasse dans les cathédrales. Oui. Alors effectivement, dans le rétrécissement aortique, ça peut se faire. Vous voyez, on peut mesurer la pression pic à pic. Il suffit de prendre par exemple, là vous avez une pression à 195, là vous avez une pression à 140, donc vous avez un pic à pic à 55 mm mercure. Le problème c'est que maintenant les recommandations c'est le gradient moyen. On n'a plus les valeurs de gradient pic à pic pour guider une décision thérapeutique sur un rétrécissement aortique. Donc ce qu'on mesure en cathétérisme, c'est essentiellement le gradient moyen et c'est calculé de façon automatique par par le programme de l'AB de cathétérisme. Donc il suffit d'avoir de belles courbes, il n'y a pas d'extrasystole ventriculaire parce que souvent quand on met une sonde dans le ventricule gauche, on a des extrasystoles parce que la sonde vient chatouiller un peu la paroi du VG qui est déjà hypertrophiée et donc il faut bien placer la sonde pour avoir un tracé propre et ne pas avoir d'extrasystole qui vont fausser la mesure du gradient. Et c'est quoi la différence entre cette courbe-là et la courbe dans les CMH? Oui, très bonne question. Alors, c'est essentiellement la morphologie du début de l'aorte. C'est un peu, ça reproduit un peu l'aspect de l'arme de sabre avec un gradient qui est plutôt télédiastolique. Malheureusement, j'ai pas mis. Mais c'est intéressant. Je vais peut-être rajouter. J'ai une courbe d'aspect de CMH, effectivement. Il y a une différence qui, comme en échographie, le gradient il est essentiellement en télésystole. Alors que là, le gradient il est en méso essentiellement, le gradient maximal il est essentiellement en mésosystole. C'est par rapport au test de réactivité. Oui. Si on prend le test des NO, je ne sais pas comment ça s'est fait, et puis c'est à partir de quand on dit que c'est positif, on dit que c'est négatif. Oui. Alors comment ça se fait? Donc on fait un cathétérisme cardiaque droit de base. D'accord? On fait nos mesures de pression, de débit cardiaque. Le patient il est allongé sur le lit. Une fois on a terminé ce premier temps, l'infirmier il va mettre un masque comme le masque d'oxygène, avec une bouteille de Hélo, d'accord, pendant 10 minutes. Donc le patient il va respirer du Hélo, du monoxyde d'azote. Vous savez, le monoxyde d'azote il a des propriétés artério-dilatatrices, d'accord. Et donc, après 10 minutes de Hélo, on va refaire les mêmes mesures. On va mesurer la pression pulmonaire moyenne, et on va mesurer le débit cardiaque. C'est clair? Alors, quand est-ce que c'est positif? Dans les recommandations de 2016 sur l'hypertension pulmonaire, une réponse positive est définie par une diminution de la PAP moyenne de plus de 10 mm de mercure, c'est-à-dire vous partez d'une PAP moyenne à 55 mm de mercure, vous arrivez à 38, 35, d'accord. Deuxièmement, il faut que ça atteigne la PAP moyenne à un niveau inférieur à 40 mm de mercure, d'accord, avec un débit cardiaque stable ou bien augmenté. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer en premier temps la PAP moyenne, faire l'exposition au Hélo, faire respirer au patient du Hélo pendant 10 minutes, refaire les mesures, deuxième PAP moyenne, deuxième débit cardiaque et voir. Donc si on a ces critères-là, donc on dit que le patient est répondeur au Hélo, donc probablement qu'il sera répondeur aux inhibiteurs calciques pour traiter son hypertension pulmonaire.
Alors, je vais voir avec Rania si on enchaîne ou bien si vous préférez faire une petite pause ou avant d'enchaîner. Comme vous voulez. Ça marche, dis donc, enchaîne. Enchaîne. Tu n'as pas enregistré. Ah bon? J'ai pas enregistré. On a pris de... J'ai pas enregistré de son. C'est pas ma faute. Ah bon, enregistré que chez... Je touche à rien. La grave, c'est les barres là. Alors c'est... La boule, le bas, annulé. Annulé. Tant pis pour moi. Les modifications. Tu n'as pas enregistré. Avant qu'on les deuxième. Ça un truc malais. Moi, ça me rend des fois que j'ai On va y avoir sur Intranet. plateforme. Lorsque tu fais...